J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir qui, dans la salle, a déjà pris des congés payés. Et si vous avez déjà pris des congés payés, j'aimerais que vous vous leviez. Parce qu'il y en a parmi vous. Ouais. Alors, si vous pouvez rester debout quelques instants. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y en a parmi ceux qui sont encore assis qui ont déjà utilisé un moyen de contraception? Hommes ou femmes? Si vous pouvez vous lever également. Alors j'aimerais qu'ils soient encore assis. Est-ce qu'il y en a parmi ceux qui restent assis encore qui ont déjà lu un magazine indépendant, comme Fakir par exemple? Alors là je pense que j'ai quasiment tout le monde debout. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Si vous étiez debout, si je suis debout ce soir, c'est parce qu'il y a une chose qui nous relie, c'est l'engagement. Il y a des hommes et des femmes qui un jour se sont engagés, ils se sont battus, et aujourd'hui ces droits ils sont normaux, on les a acquis, et ça nous paraît normal, mais ça ne l'était pas auparavant. Et si je suis là, c'est pour vous parler de comment, malgré moi, je suis tombée dans cette marmite de l'engagement, et comment de l'engagement j'ai glissé vers la désobéissance civile. Un grand programme. Quand j'étais enfant, je ne viens pas d'une famille militante, encore moins activiste. Mon éducation politique s'est résumée à une explication vague sur la différence entre la droite et la gauche quand j'avais 15 ans. Un peu flou. Mais toujours est-il que ma mère, dès que quelqu'un accusait une autre personne d'un acte commis, elle avait toujours ce réflexe de vouloir comprendre ce qu'il y avait en dessous, de se poser la question de mais quels arguments, quelles opinions, quel point de vue il y a, pourquoi cette personne est accusée de ça, est-ce que vraiment cette accusation est juste? Et elle avait toujours ce sentiment de justice et d'équité qui transpirait dans ses paroles, ce qui m'a profondément marquée. Et du côté de mon père, c'était différent, il a passé son enfance en Afrique, et donc lui, il me parlait de cette Afrique, de grands arbres, de singes, de baobabs, de boa constrictor. Et ce mélange, ces influences ont fait que quand je me suis retrouvée à 16, 17, 18 ans, j'avais une envie de protéger la planète. J'avais envie de travailler pour protéger l'environnement. Je ne savais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais j'avais envie d'aller vers ça. Et comme je ne savais pas faire grand-chose, si ce n'est étudier, je me suis dit, je vais utiliser ce que je sais faire, les études. Et j'ai donc décidé de devenir ingénieur forestier. Et je suis devenue ingénieur forestier, et je me spécialisais en tropical, puisque c'est là où il y a des taux de déforestation alarmants, et donc là où il y avait urgence d'agir. Sauf qu'avant même de terminer mes études, j'ai croisé la route d'une femme absolument extraordinaire, qui s'appelle Claire Louvian, qui est une femme qui a créé l'association Bloom, une toute petite association, tout aussi extraordinaire, et qui se bat pour la préservation des océans et des océans profonds. Et Claire Louvian, pendant que j'étais sur les bancs de l'école, elle est venue, elle nous a parlé pendant 3 heures, 4 heures de la destruction des océans, de la dévastation de la ressource marine par l'homme, et de l'état catastrophique de la ressource marine. Et moi, j'étais focalisée sur mes forêts. Quand elle m'a ouvert les yeux sur les océans, j'ai fait « Waouh, là aussi, il y a quelque chose à faire ». Sauf que je n'y connaissais rien, donc j'ai terminé mes études, je suis partie dans le tropical, etc. Et puis un an après, je reviens, et j'avais toujours cette association en tête. Je me suis dit, mais vraiment, j'ai envie de les aider. J'ai pas l'argent pour les aider, j'ai pas la compétence océan, encore moins le lobbying politique, puisqu'elle travaille beaucoup au Parlement à Bruxelles. Et donc j'ai regardé ce que je savais faire, et je me suis dit, bah tiens, en fait, ça fait quelques années que je fais de la vidéo pour communiquer sur les forêts. Et la vidéo, apparemment, ils n'ont pas grand-chose sur leur site internet sur ça, donc peut-être que je peux leur proposer de faire un film. Et donc j'ai envoyé un mail et j'ai dit « Bonjour, on s'est rencontrés il y a 1 an, j'aimerais réaliser un documentaire sur votre combat, avant de retourner dans mes forêts. » Et elles ont dit « Ok ». Elles ont dit « Ok », l'aventure a commencé. Et 8 mois après, nous avons publié un film, Intox, en libre accès sur YouTube. Et il se trouve qu'il a plutôt bien fonctionné, puisque quelques mois plus tard, il faisait 30-35 000 vues, qui fait 40 minutes. Et donc il a dépassé les 35 000 vues, il a été sélectionné dans plusieurs festivals, primé à un festival, et il a terminé notamment en projection débat à l'Assemblée nationale, pour un débat sur la pêche en eau profonde. Et ça, c'était une aventure extraordinaire, parce que après il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ah, mais c'est toi qui as fait Intox ? Bah écoute, depuis que j'ai vu ton film, je donne à l'association Bloom. » Ou alors,
« Ah, j'ai vu ton film sur les poissons profonds, tout ça. Je peux plus manger de poissons profonds, j'ai changé ma consommation. » Et alors là, c'était très fort, parce que moi, qui n'avais pas de compétences ni océan, ni politique, ni vidéo à l'origine, j'ai réussi à apporter cette pierre-là de l'association. Et l'aventure ne s'est pas terminée là, puisqu'en fait, on s'est tellement bien entendu que l'association Bloom m'a embauchée, et je me suis retrouvée à travailler à Paris du jour au lendemain sur les océans. Donc j'ai laissé les forêts, et puis on a travaillé ensemble sur les requins, sur la préservation des espèces marines, sur le lobbying, et puis la COP21 est arrivée. Et pendant la COP21, j'ai travaillé pour Bloom avec d'autres organisations, et puis avec d'autres réseaux militants, sur mon temps personnel, sur la question du climat. Et là, j'avais envie d'aller toujours plus loin, toujours plus, avec plus de terrain, plus de créativité. J'avais envie d'explorer ce monde-là militant qui est passionnant. Et là, j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail d'une organisation qui s'appelle 350.org et qui m'a invité à participer à une formation pour être moi-même formatrice pour les Climate Games. Et les Climate Games, c'est un concept absolument génial de désobéissance civile. C'est un jeu grandeur nature qui s'est déroulé pendant la COP21 à Paris et qui invitait les gens, militants ou non, à monter des équipes pour lancer des actions directes, créatives ou des actions de désobéissance civile. Et ça pouvait être confrontatif, comme aller bloquer une entreprise pétrolière, par exemple, le siège de cette entreprise à Paris, mais ça pouvait être aussi des choses beaucoup plus ludiques, comme recouvrir le lion de la statue d'Enfer Rochereau dans le sud de Paris en ours polaire. Et ça, c'était une façon de faire une action ludique, créative pour sensibiliser à la question du climat. Et donc voilà, j'ai sauté dans ce milieu militant, et puis la COP21 s'est terminée, et on s'est retrouvé avec tout un groupe de personnes qui avaient été comme moi formées pour être formateurs et mobilisés aux Climate Games. On s'est retrouvés et on s'est dit, bon, l'accord de Paris n'a pas encore réglé la question du climat. Nous avons acquis des outils, nous avons acquis un réseau, nous avons des envies. Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer? Et donc nous avons lancé le collectif Diffraction. C'est pas une association, c'est un collectif informel, mais toujours est-il que nous nous sommes mis à nous voir régulièrement et à lancer de nouveaux ateliers et de nouvelles formations pour aider ceux qui n'avaient jamais fait d'action créative à en mettre en place, à s'engager dans la désobéissance civile, ou pour ceux qui avaient l'habitude de manifestations, grèves très traditionnelles, d'imaginer des moyens plus ludiques, plus festifs et plus colorés pour changer un peu la façon de s'engager dans la désobéissance civile. Et donc ça a plutôt bien fonctionné, on a fait ça quelques mois et très vite on a relié un mouvement qui s'appelle Break Free. Break Free, c'est un mouvement de désobéissance mais au niveau mondial qui vise à laisser les énergies fossiles dans le sol. Donc tout ce qui est charbon, pétrole, etc. Et il y a une action au cœur de ce mouvement global qui s'appelle 1 degré 1 2, qui a lieu en Allemagne et qui visait à se rendre avec un maximum de militants du monde entier sur une mine de charbon pour la bloquer. Et ça a donné ça. Et la première fois que les communautés locales en Allemagne ont lancé ce mouvement, ils étaient quelques centaines. En 2015, c'était 1500, et en 2016, nous étions 4000 à bloquer les mines de charbon. Et nous nous sommes retrouvés avec des amis de Diffraction et d'autres, dont certains n'avaient jamais pris part à une action militante, quelle qu'elle soit. Nous nous sommes retrouvés à bloquer des rails, à bloquer une centrale, et à la faire fermer pendant plusieurs jours. Et tous les médias nationaux en ont parlé, et on parlait de la question du charbon dans la crise climatique. Et c'était très fort, et 1 degré 1 2, en fait, c'était magique, et j'en ai eu des étoiles plein les yeux, tous en avaient des étoiles plein les yeux quand ils sont revenus de ce mouvement, parce que vous vous retrouvez avec plein de gens que vous ne connaissez pas, et vous vous rendez compte que vous pouvez leur faire confiance. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que vous allez sur place, vous vous retrouvez en train de descendre dans la mine, et vous êtes avec des gens qui sont comme vous, qui sont engagés, et vous savez ce qui se passe s'il y a une garde à vue, s'il y a une arrestation, s'il y a un problème de santé quelconque. Il y a toujours un esprit de bienveillance très très fort, et on ne se lance jamais dans une action comme ça tout seul. On est toujours à 2, à 4, etc. On forme des groupes affinitaires et on travaille ensemble pour être efficace, mais toujours dans un esprit durable, dans un esprit de bienveillance et de sécurité. Et donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu, sauf qu'en revenant d'1 degré 1 2, il y avait toujours cette crise climatique pour laquelle nous étions en mouvement, pour laquelle nous avions envie de nous battre, mais il y a aussi la question de l'urgence politique. Et pendant la COP21, ce qui m'a bouleversée,
c'est que après qu'il y ait eu l'état d'urgence, pendant que nous nous battions pour les Climate Games, etc., il y a eu des assignations à résidence. J'ai des amis, des collègues, militants, écologistes, qui se sont fait assigner à résidence, c'est-à-dire avec l'impossibilité de se déplacer comme ils voulaient et de militer pour la cause environnementale, qui ont été assignés à résidence par notre propre gouvernement. Et ça m'a profondément choquée parce que comment des militants écologistes qui se battent pour défendre un bien commun, une planète, des ressources qui sont à tous, comment est-ce qu'ils peuvent se faire enfermer ou supprimer leur liberté d'expression? Ça m'a profondément marquée. Mais cette état d'urgence qui est à la fois politique et climatique, en face, il y a des gens qui s'engagent. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a des gens qui s'engagent et que ça fonctionne. Et j'ai un exemple à vous donner qui s'est situé en France dans les années 90. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du démantèlement du McDonald's de Millau. Mais en fait, c'est très simple. C'est à un moment donné, le préfet a donné l'autorisation de construire un McDonald's. Et les gens qui habitaient là-bas, ils ont dit, vous savez quoi, en fait, on n'en veut pas, votre McDonald's. Et le gouvernement, ils ont quand même donné les autorisations et le McDonald's a commencé à être construit. Et plutôt que de se dire, bon, c'est fait, ils ont dit, en fait, on n'en veut vraiment pas. Et ils se sont rassemblés, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, avec José Bové notamment. Ils y sont allés. Et ils ont pris les pièces du McDonald's et ils les ont démontées. Et le McDonald's n'a jamais été construit. Et ça, c'est un exemple d'engagement qui est frappant parce que c'est juste des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ils ont dit « ça, c'est légal, mais est-ce que c'est légitime ?» Nous, on ne pense pas. Nous, on n'en veut pas. Et ils ont agi. Il y a un autre mouvement que j'aime beaucoup qui se passe cette fois-ci aux États-Unis. C'est un groupe de travailleurs agricoles, un tout petit groupe de producteurs de tomates qui avaient des conditions de salaire absolument indécentes et des conditions de travail également. Et ils faisaient des manifestations, des grèves et ça ne marchait pas. Ça marchait très peu. Et un jour, ils se sont dit, peut-être qu'on devrait s'associer à d'autres personnes. Et ils se sont associés, et ils sont allés voir qui? Ils sont allés voir des étudiants, notamment. Et ils ont créé une alliance entre étudiants ouvriers agricoles, et ainsi qu'avec d'autres groupes, comme des groupes religieux parfois, d'autres groupes de travailleurs. Et les étudiants, ils ont une force de frappe énorme. Ils ont créé une vague de mobilisation sans précédent. Ils ont lancé des pétitions, et ils ont appelé au boycott. Et ensemble, les ouvriers agricoles et les étudiants, plutôt que de s'adresser à leur employeur comme à l'origine, ils ont décidé de s'adresser à ceux qui achetaient leurs tomates, c'est-à-dire des entreprises comme Taco Bell, comme McDo, comme Subway, c'est-à-dire des entreprises sur lesquelles les citoyens pouvaient agir. Et en lançant un appel au boycott et en lançant des pétitions, les citoyens et les consommateurs, qui ne connaissaient pas ce mouvement au départ, se sont engagés et ont boycotté Taco Bell. Quelques mois plus tard, la Taco Bell signait. Elle augmentait les conditions de salaire et de travail. L'année suivante, c'était McDonald's qui signait. L'année encore après, c'était Subway. Et ainsi de suite, jusqu'en 2014, c'était Walmart, l'une des plus grosses multinationales agroalimentaires du monde, qui signait un engagement. Et le plus joli dans l'histoire, c'est que l'alliance entre les ouvriers agricoles et les étudiants, elle continue. Elle continue sur notre combat. On va revenir en France. Des exemples comme ça, dans le monde entier, il y en a absolument partout. Je vais juste revenir sur un, qui est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la zone à défendre. Il y a 40 ans, le gouvernement a décidé qu'il voulait mettre un aéroport, il voulait mettre du béton et des avions sur des terres agricoles, riches, fertiles, riches en biodiversité notamment. Et les gens qui étaient là-bas, il y a plusieurs années qui sont passées, il y a eu tout un mouvement, puis les gens, au bout d'un moment, ils ont dit, mais en fait, vraiment, on ne veut pas de cet aéroport. Et c'est comme avec le McDonald's, ils sont arrivés pour construire, et eux, ils se sont mis en travers. Ils ont dit, en fait, vraiment là, non merci. Cette société-là, on n'en veut pas. On ne veut pas du béton et des avions. On veut des terres agricoles, on veut de la biodiversité, on veut des rivières, on veut des bocages. Et aujourd'hui, l'aéroport, il n'existe toujours pas. Et si vous allez à la zone à défendre, Notre-Dame-des-Landes, c'est absolument magique, il y a une ambiance incroyable qui règne là-bas. C'est pas le monde du bisounours, on est d'accord? Il y a des tensions, c'est comme partout, mais il y a des gens qui vivent ensemble et qui testent des choses. C'est un véritable laboratoire. Et c'est une source de créativité incroyable. Vous avez des palissades, mais qui feraient rougir certains ingénieurs ou pâlir d'envie certains ingénieurs, certains architectes. Il y a de tout, il y a des cabanes dans les arbres extraordinaires. Et puis surtout, il y a une entente, une coopération, une bienveillance extrême.
Je suis allée là-bas, je me suis rendue plusieurs fois lors d'événements, de rassemblements de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et vous pouvez vous balader, marcher, aller chercher un truc à manger. Et vous tombez sur des gens qui vous adressent la parole spontanément, qui vous sourient, qui vous racontent des histoires, qui vous racontent leur vie. Et c'est une bienveillance qu'on retrouve beaucoup plus difficilement dans les grandes villes françaises ou dans d'autres endroits du monde. Cette bienveillance-là, c'est ça que je recherche, moi, dans le mouvement de l'engagement, de la désobéissance civile. Et il y a beaucoup de combats à mener. Et avant de vous laisser, j'aimerais que vous posiez une question, chacun d'entre vous, que vous réfléchissiez à la société que vous voudriez, à la société que vous voulez maintenant, à la société que vous voulez demain, au monde que vous voulez aujourd'hui, au monde que vous voulez demain. Puisque la société, finalement, elle s'écrit, l'histoire de la société s'écrit, est écrite par des hommes et des femmes. Chaque homme, chaque femme l'écrit. Ensemble, nous écrivons l'histoire de notre société. Et ensemble, nous changeons le monde. Merci.